L'histoire de Louisa et Maren, deux jeunes touristes scandinaves amoureuses de la nature. Louisa est une étudiante danoise de 24 ans qui aimait voyager en compagnie de son amie Maren Weland, une Norvégienne de 28 ans. Elles étaient toutes deux décrites comme étant des jeunes femmes aventurières, sociables et positives. Leur passion commune pour la nature les a décidées à partir au Maroc pour Noël. La mère de Maren dira que sa fille détestait Noël, le stress et l'hystérie des cadeaux et que ce voyage lui permettait d'échapper à l'effervescence des fêtes de fin d'année. Le 9 décembre, elle entendra sans le vouloir une dernière fois la voix de sa fille qui l'a appelée brièvement pour l'avertir de son arrivée au Maroc. Ensuite, dès qu'elle avait du réseau, Maren tentait tant bien que mal d'envoyer de courts messages afin de rassurer ses proches. Un guide de haute montagne qui avait croisé le chemin des deux Scandinaves quelques jours avant leur disparition les décrivait comme étant souriantes, bavardes et sociables. Elles aimaient parler avec les locaux qu'elles rencontraient sur leur route. Le 17 décembre 2018, après une succession de randonnées épuisées, les deux jeunes femmes décident de planter leur tente sur un site isolé dans la vallée du Haut-Atlas afin d'y passer la nuit. Ce site se trouvait alors à 2 heures de marche du village le plus proche. Malheureusement, quelques heures plus tard, deux randonneurs français étonnés de tomber sur ces tentes au milieu de nulle part, s'approchent et découvrent avec effroi le corps sans vie des deux amies. Elles seront retrouvées sauvagement assassinées dans leur tente, elles ont été poignardées à plusieurs reprises, puis décapitées. Ce drame a choqué tout le Maroc et la communauté internationale. Les gens se sont rassemblés spontanément pour exprimer leur solidarité envers la famille des victimes. Les autorités marocaines ont rapidement analysé les vidéos de surveillance. 3 hommes sont alors arrêtés. On retrouvera dans leur téléphone les vidéos du drame. On apprendra par la suite qu'ils étaient des islamistes radicalisés. Ils ont fini par avouer leur participation au double meurtre. Tous seront par la suite condamnés à mort. Is he dead? He's dead, ma'am. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh boy. You don't feel bad about it? No. Le 11 février 2014, Cynthia Sedebaka, âgée de 63 ans, est en train de fêter son anniversaire lorsqu'une dispute éclate entre elle et son gendre Joard Estaquio pour une histoire de tenue vestimentaire. En effet, il n'aimait pas la manière dont elle était habillée et lui en a tout simplement fait part. Joard, son gendre, est un homme de 53 ans qui vit sur Valbrook avec sa femme, Laura Salinas, fille de Cynthia et leurs 2 enfants. Cynthia Sedebaka vivait avec eux également. Joard est décrit par sa famille comme étant un homme vif d'esprit et généreux. Il travaillait comme analyste de l'orbite spatiale au sein de la California Air National Guard. Pour revenir à l'anniversaire, Cynthia prend mal la réflexion faite par son gendre. Se passe alors quelque chose d'impensable. La grand-mère se saisit d'un revolver et lui tire dessus alors qu'il se trouvait dans le jardin, le touchant ainsi grièvement. Joard essaie tant bien que mal de se traîner à l'intérieur de la maison pour échapper à son agresseur. Cynthia, la grand-mère, regagne alors son véhicule avec un calme absolu, non pas pour prendre la fuite, mais pour charger de nouveau son revolver en récupérant d'autres balles. Elle se dirige ensuite dans la maison et achève sa victime au sol. Elle prend par la suite la décision de poursuivre les festivités. Elle se rend alors au casino et ensuite petit déjeune comme si de rien n'était, jusqu'à ce que la police l'arrête après avoir été avertie par plusieurs habitants du quartier qui avaient entendu les coups de feu. Durant son interrogatoire, elle a dans un premier temps nié une quelconque implication. Durant l'entretien, la police l'avise que son gendre Joard, mari de sa fille Laura, est décédé. Submergée par la joie de cette annonce, elle finit par tout avouer en disant « Je l'ai fait, je suis coupable ». Dans un éclat de rire, elle ira même jusqu'à mimer la scène. Après ses aveux, la famille lui rendit visite, sa fille et épouse de Joard éclata en sanglots, tandis que sa petite fille refusa de faire un câlin à la meurtrière de son père. En février 2017, elle sera reconnue coupable et condamnée à 50 ans de prison.
Selon l'acte d'accusation, Brian Koperger a roulé le 13 novembre jusqu'à Moscou où il s'est introduit en pleine nuit dans une résidence universitaire. Armé d'un couteau, il aurait traqué puis poignardé 4 étudiants âgés de 20 à 21 ans. Kylie Concalves, Madison, Xana et Ethan Chapin. L'enquête très suivie dans les médias et sur les réseaux sociaux a longtemps semblé au point mort, la police livrant ses informations au compte-gouttes. Brian est né le 21 novembre 1994 à Albrightville dans la Pennsylvanie. Son père est Michael et sa mère se nomme Marianne, il a 2 sœurs. C'est une famille aimante et unie autour des valeurs religieuses. Durant son adolescence, Brian avait des problèmes de poids et a été la cible d'harcèlement. Des messages publiés sur des forums et envoyés à certains de ses amis lorsqu'il était adolescent démontrent que Brian Koperger était victime de troubles mentaux, notamment de pensées suicidaires, d'anxiété, de déréalisation, d'apathie. En parallèle, il fait preuve d'une grande fascination pour la criminologie. Au lycée, puis université, il décide de se reprendre en main, se met au sport et perd beaucoup de poids. Grâce à cela, il prend confiance en lui et devient même pédant. Aujourd'hui, âgé de 28 ans, il est titulaire d'une maîtrise en justice pénale et finissait son doctorat en criminologie au campus Pullman de l'Université de l'État de Washington. Il occupe aussi un poste d'assistant d'enseignement et donne des cours à d'autres élèves. On apprendra plus tard que dans le cadre de ses études, il aurait sollicité un stage au sein du département de police de Pullman en septembre 2022. La ville où il vit chez ses parents se trouve à peine 15 minutes de la route de Moscou, lieu du quadruple meurtre. Bizarrement, après le drame, il avait sollicité l'avis de ses étudiants, puis avait mis en place une sorte de questionnaire précis à destination des criminels, afin de comprendre comment les émotions et les traits psychologiques ont influencé leur prise de décision lors de la préparation d'un crime. Il veut savoir avec précision les pensées et ressentis des criminels avant et pendant l'exécution de leurs crimes. Parmi les questions, il demande entre autres comment se sont-ils orientés dans le choix de cette victime en particulier, une fois sur place comment ont-ils réussi à localiser leur victime, puis comment l'ont-ils abordé, quel a été leur ressenti juste après le crime, puis comment ont-ils réussi à s'extirper de la scène de crime sans laisser de traces. En analysant la scène du crime de Moscou, les policiers ont été en mesure de relever l'immatriculation du véhicule Hyundai qui a été repéré à proximité du campus des étudiants. Le véhicule appartient bien à Brian Koperger. Après analyse de son téléphone, la police se rend compte qu'il a bien borné à 12 reprises sur les antennes à proximité. Le jour du drame, son véhicule est vu à 4 reprises près de la maison des étudiants. Du fait de sa connaissance en criminologie, il a fait une action qui l'a finalement incriminé par la suite. En effet, il éteint son téléphone à 2h47 pour finalement le rallumer à 4h48 alors qu'il se trouve sur l'autoroute en direction de son domicile. Le 15 décembre, il est repéré dans son véhicule avec son père lors d'un contrôle routier où il sera filmé par la caméra embarquée d'un policier. Le 27 décembre, les poubelles de la famille sont fouillées. L'ADN du père qui est retrouvé est analysé. Les enquêteurs recourent à la généalogie génétique qui leur a permis de trouver un lien entre l'ADN retrouvé sur les tués à couteau laissés sur la scène du crime et Brian. Le 30 décembre, il est finalement arrêté. Il feint la surprise et maintient son innocence. Son véhicule, la géolocalisation de son téléphone à proximité de la coloc et son ADN l'ont finalement trahi. Brian est inculpé de 4 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré et d'un pour cambriolage. L'État de l'Idaho a fait part de son intention de demander la peine de mort pour Brian Koperger dans l'affaire du meurtre des 4 étudiants de novembre 2022. Les avocats de l'étudiant en criminologie de 28 ans vont plaider sa non-culpabilité. Le 13 novembre 2022, une affaire terrifiante s'est déroulée dans la ville de Moscou, dans l'Idaho. Aujourd'hui, on va se rendre dans la ville de Moscou, dans le nord de l'Idaho, le long de la frontière avec l'État de Washington. La ville est connue pour être un endroit safe.
C'est une ville universitaire. Elle compte 25 000 habitants. C'est le centre des arts en raison des différents festivals qui s'y déroulent tout au long de l'année et pour sa grande université de l'Idaho située à l'ouest de la ville. Parmi ses habitants, on dénombre 10 000 étudiants, dont 4 qui ont fréquenté cette université en novembre 2022. Madison Mogan, Kaylee Concalves, Ethan Chapin et Zana Gernodel. Madison était âgée de 21 ans. Elle est née en mai 2001 à Eugene, Oregon et a grandi dans l'Idaho. Elle est connue comme étant une travailleuse acharnée et très joyeuse. Elle était fière de fréquenter l'université de l'Idaho. Elle était en couple avec un autre étudiant nommé Jack depuis près d'1 an et était ravie d'obtenir bientôt son diplôme en marketing. Kaylee Concalves avait également 21 ans de la ville de Radom dans l'Idaho. Elle est née à Concord en Californie et avait 5 frères et sœurs. Sa famille a déménagé dans l'Idaho quand elle était encore jeune. C'est au collège qu'elle et Madison ont commencé à se côtoyer, elles étaient inséparables. Elles ont ensuite décidé d'aller dans la même université et ont opté pour une colocation. Elle était sportive et très sociable et aimait l'aventure. Kaylee voulait être institutrice. Ethan Chapin avait 20 ans de Conway, Washington. Il est triplé et a un frère et une sœur jumelles. Ils étaient très fusionnels. Ils pratiquaient ensemble le basket et le football. Les triplés ont intégré ensemble l'université de l'Idaho. Ethan s'est spécialisé en gestion des sports et était en couple avec Zana. Zana Kernodle avait-elle 20 ans, était de Post Falls, Idaho. Elle est née et a grandi dans la région. Gymnaste reconnue depuis son enfance, par la suite elle s'est démarquée au volleyball et en tant que joueuse de football. Très appréciée, elle s'est spécialisée dans le marketing et appartenait à une sororité Phi Beta Pi avec Madison. Elles travaillaient ensemble à temps partiel dans un restaurant grec local. C'est ainsi qu'ils se sont tous connus. Maddie était très amie avec Kaylee depuis l'enfance. Zana et Maddie appartenaient à la même sororité et travaillaient ensemble. Ethan et Zana étaient en couple. Les 4 victimes venaient du même endroit. Ils partageaient les mêmes valeurs et ont été tous les 4 assassinés dans la même maison aux petites heures matinales du 13 novembre 2022. Maddie, Kaylee et Zana vivaient toutes ensemble au 1122 King Road. C'était une grande maison de 3 étages qui disposait de 6 chambres en tout. La particularité de cette maison est qu'elle se trouvait sur une colline. Elle avait 2 accès, la porte d'entrée au rez-de-chaussée et une porte coulissante au 2e étage à l'arrière de la maison. Les 3 filles vivaient ensemble avec 2 autres étudiants, Dylan et Bethany. Les 2 derniers apparaissaient sur le bail et avaient emménagé depuis le 13 novembre. À cette date, il y avait donc 5 personnes. Zana, Kaylee, Maddie, Bethany et Dylan et Ethan, le petit ami de Zana. Il y avait aussi leur chien Murphy. La chambre de Bethany et Dylan se trouvait au 1er étage, Zana et Ethan au 2e étage et Maddie et Kaylee au 3e étage. Les 4 derniers ont été tous assassinés dans la maison le 13 novembre. Bethany et Dylan, qui dormaient au 1er étage, disent n'avoir rien entendu. Le samedi 12 novembre, les victimes n'ont pas passé toute la soirée ensemble. Cette photo a été prise ce jour-là, elle avait été postée par Kaylee avec en légende « Une fille chanceuse d'être entourée de ces personnes tous les jours ». Cette fameuse nuit, vers 20h, Ethan et Zana se rendent à une fête à la fraternité à quelques minutes de là. Vers 22h, Maddie et Kaylee se sont rendus dans un bar, le Corner Club, au centre-ville de Moscou. Vers 1h du matin, les 2 autres colocataires, Bethany et Dylan, sont rentrés en premier à la maison. Ethan et Zana étaient également rentrés vers 1h30. Vers 1h45, Kaylee et Maddie ont quitté le club et ont été aperçus sur un live en train de faire la queue à un food truck garé à proximité. Ce restaurant avait pour habitude de filmer leur entreprise en direct. C'est la dernière fois qu'elles seront vues vivantes. On remarque un garçon suspect sur la vidéo habillé d'un sweat à capuche. Il semblait fixer les filles et avait une attitude suspecte. Il est là, mais ne leur parle pas. À 1h55, Kaylee et Maddie font appel à un Uber et rentrent à leur tour à leur domicile. De 2h26 à 2h44, Kaylee a tenté de joindre son ex Jack. Elle a d'ailleurs essayé de le joindre de nouveau à 3 reprises de 2h45 à 2h52. Même si elles ont une chambre voisine, ce jour-là, Maddie et Kaylee, qui sont meilleures amies, dorment dans le même lit. Kaylee, en état d'ébriété, a contacté son ex-petit ami Jack. Comme il ne décrochait pas, elle pensait qu'il avait bloqué son numéro. Elle demande alors à Maddie de l'appeler avec son propre téléphone. Il ne décroche pas non plus. Elle tentera de le joindre une dernière fois à 2h52.
Entre 3h et 5h du matin, une silhouette s'est approchée de la maison en ouvrant lentement la porte arrière et entre dans la maison, armée d'un couteau tranchant et mortel, et assassine sauvagement Kylie, Maddie, Ethan et Zana. La police dira qu'ils ont sûrement été surpris en plein sommeil. Certains avaient des blessures défensives. Tous ont été poignardés à mort avec un grand couteau. Il n'y avait aucune trace d'agression sexuelle. Les 2 autres colocataires arrivés avant tout le monde et qui dormaient au premier étage disent n'avoir rien entendu alors qu'un carnage se passait à l'étage juste au-dessus d'eux. Vers midi, Bethany et Dylan émergent doucement et découvrent les corps au 2e et au 3e étage d'Ethan, Zana, Kylie et Maddie. Ils disent s'être évanouis à plusieurs reprises puis contactent enfin la police. Une image est prise, on y voit du sang s'écouler de la maison au 2e étage, ce qui signifie que les crimes ont été sauvagement effectués. L'enquête commence alors. Le médecin légiste prendra la parole pour dire qu'il y avait beaucoup de sang et que c'était une triste scène. Un rapport toxicologique est réalisé sur les 4 étudiants mais n'apporte rien sur la cause du décès. Le père de Kylie prendra la parole en disant qu'il pense que les cibles étaient Kylie ou Maddie car leurs blessures étaient les pires et qu'elles avaient été tuées différemment. Une conférence de presse est donnée. Dans un premier temps, la police dira qu'il n'y a pas de danger pour la communauté car ils pensaient que c'était une attaque ciblée et isolée, qu'il n'y avait pas de suspect pour le moment. Ils demandent tout de même aux étudiants de rester vigilants et de signaler tout élément suspect. En début d'enquête, il y a eu une centaine d'interrogatoires, mais l'enquête n'avançait pas et cela a frustré la famille des victimes. Pas de suspect, pas de motif du crime, pas de preuves ou autres pistes. Les gens ont commencé à s'interroger. Comment se fait-il que les 2 autres colocataires du premier étage n'aient rien entendu? Il y a forcément eu des cris car certaines victimes ont essayé de se défendre. Un certain Ryan est intervenu sur Fox News en disant qu'il avait vécu dans cette maison à une époque, notamment dans la chambre du premier étage, et a dit qu'il n'entendait pas ce qu'il se passait dans les étages supérieurs. Le chien était enfermé dans une salle à part le soir du drame, c'est d'ailleurs pour cela qu'il n'est pas intervenu. Le tueur a accédé par la porte arrière qui donnait au 2e étage et a tué en premier Ethan et Zana, puis est monté à l'étage supérieur pour tuer Kylie et Maddie, puis est reparti sans passer par le premier étage. Un voisin qui avait pour habitude de sortir son chien vers 8h du matin a constaté que la porte d'entrée avant de la maison était grande ouverte. Aucune entrée par effraction n'a été détectée. L'arrière de la maison donne sur une zone boisée, c'est forcément quelqu'un du secteur qui connaît bien l'endroit. Un ancien locataire a publié une photo et a dit que les 6 chambres avaient une serrure à combinaison avec un code. Les habitants de la maison faisaient beaucoup de fêtes et le tueur était peut-être venu et connaissait le code. Un TikTok posté par Kylie a pu guider le tueur sur l'agencement de la maison et sur la disposition des pièces. Le plan de la maison était également accessible. La police a créé un site web dédié à cette affaire. Ils ont innocenté les 2 colocataires, l'homme à capuche apparent dans les vidéos, le conducteur Uber qui a déposé Kylie à Maddie ainsi que Jack, l'ex de Kylie. Des choses bizarres s'étaient également produites dans la ville de Moscou avant la nuit du drame. Un chien, un berger australien, avait été retrouvé égorgé de la tête aux pattes. Les tueurs en série s'attaquent souvent aux animaux. L'attaque rappelle celle de 1999. 2 étudiants de la ville de Pullman, Washington, ont été poignardés durant leur sommeil. Ils ont survécu mais l'agresseur n'a jamais été retrouvé. Une autre attaque s'était passée en 2001 à Salem dans l'Oregon. Un couple a été attaqué au couteau par un intrus masqué alors qu'il dormait. Une personne périra et l'affaire n'a toujours pas été résolue. Une autre théorie fait également son apparition. En effet, Kylie était poursuivie par un stalker les semaines qui précédaient le drame. Alors qu'elle quittait son lieu de travail, un homme l'aurait suivie jusqu'à sa voiture. Il a été retrouvé et interrogé, mais relâché rapidement. Un autre élément particulier est apparu. À l'heure du crime de la maison de Keene Road, alors qu'une patrouille circulait à proximité de la maison, des personnes ont été contrôlées. La maison était visible sur la caméra embarquée du policier. On aperçoit même des gens courir au loin. À l'heure actuelle des choses, l'enquête suit son cours. Celui qui a fait cela est forcément un tueur en série, un prédateur. La police recherche pour le moment les occupants d'une Hyundai Elantra blanche de 2011.
En mars 2018 sont retrouvés 2 corps dans un puits. Ils ont été identifiés par la suite comme étant Brizzy O'Desson et Riley Powell, un couple qui avait disparu de la petite ville d'Eureka 3 mois plus tôt. Ils avaient tous deux été aperçus pour la dernière fois en décembre 2017. Riley et Brizzy rendaient alors visite à des amis et à des parents à Eureka pour Noël. Le 27 décembre, Brizzy a rendu visite à sa famille à Tully, puis s'est rendu également à Eureka. Leur famille pensait les voir pour la nouvelle année, mais le jour de l'an est venu et est passé et personne n'avait entendu parler du couple. Leurs familles respectives ont alors décidé de contacter le département du shérif du comté pour créer une fiche de personnes disparues. Les membres de la famille craignaient que le couple soit sorti de la route et ait eu un accident. La famille, les amis et les membres de la communauté ont organisé des battues, mais les températures glaciales ont rendu les recherches plus que délicates. Le 9 janvier 2018, malgré les ressources sollicitées et la récompense de 2 000 $ puis 5 000 $, il n'y avait toujours aucun signe du couple ou de leur Jeep. Toutefois, 2 jours plus tard, la Jeep de Riley a été retrouvée garée à 50 mètres dans une région vallonnée isolée du comté. La Jeep avait 2 pneus crevés. À l'intérieur du véhicule, la police retrouve leurs vêtements chauds et leurs pièces d'identité, ce qui n'est pas cohérent. En effet, au vu des conditions climatiques, s'ils avaient quitté la Jeep d'initiative pour aller chercher de l'aide, ils auraient forcément emporté leurs vêtements chauds ainsi que leurs documents d'identité avec eux. Le véhicule est analysé, la police remarque alors 2 éléments suspects. Il apparaît que les pneus avaient été crevés par un couteau ou un tournevis. De plus, une sangle d'arrimage sur l'essieu arrière côté conducteur démontre que le véhicule avait été attaché puis remorqué pour être déposé à l'endroit retrouvé. Il est alors devenu clair pour les enquêteurs qu'il s'agissait d'un acte criminel. Aucune empreinte n'a pu être relevée. Les policiers ont conclu que Brizzy et Riley avaient forcément été tués et que leur corps devait avoir été dissimulé dans une mine, mais il y en avait plus de 800 dans le secteur. Dans un premier temps, une résidente locale a apporté un témoignage. Elle a déclaré qu'elle avait vu un camion vert conduit par Lee Shepherd remorquer un véhicule comme celui de Riley le jour de l'an. Shepherd sortait avec la mère de Riley, Misty Powell, qui ne semblait pas concernée par les efforts de recherche en cours pour son fils biologique. Toutefois, cette piste a finalement été écartée. Les enquêteurs se sont ensuite concentrés sur l'activité financière et téléphonique de Riley. La dernière communication du couple était avec une jeune femme nommée Morgan Lewis qu'ils avaient prévu de rencontrer dans la nuit du 29 décembre. Morgan Lewis vivait avec son ami Jerrod Baum. Ils ont d'abord nié connaître Riley ni Brizzy, mais les enregistrements de Facebook ont montré qu'ils avaient échangé un certain nombre de messages. Lorsqu'elle a été confrontée à ces informations par les détectives, Morgan a admis qu'elle connaissait Riley depuis peu de temps. Jerrod Baum a tenté de berner la police en les orientant vers une fausse rumeur selon laquelle des membres du cartel avaient tué Brizzy et Riley. La police avait des doutes sur leur culpabilité mais pas assez d'éléments pour procéder à leur arrestation. Ils décident de garder un œil sur Morgan et Jerrod. 3 mois plus tard, Morgan Lewis a été arrêté par un contrôle routier dans un comté voisin. L'agent de la circulation a observé des armes dans le véhicule. Elle est donc arrêtée. Les policiers en profitent pour lui mettre la pression concernant la disparition du couple. Le 25 mars 2018, Morgan Lewis finit par avouer que Jerrod Baum avait tué Brizzy et Riley et qu'il avait dissimulé leur téléphone cassé dans un baril sur leur propriété et des couteaux. Jerrod est interrogé à son tour, il a mentionné avec agacement que Riley et sa copine actuelle Morgan Lewis étaient sortis ensemble par le passé. Il a ensuite gardé le silence. Alors que les policiers devaient reconduire Morgan en prison suite à ses déclarations, sur le trajet, il passe devant une mine. Elle a alors commencé à agir bizarrement et il s'est mis à trembler. Le 27 mars, les enquêteurs se sont alors rendus à cette mine avec une caméra accrochée à un câble. Alors qu'ils baissaient la caméra, ils ont vu une image de 2 corps identifiés par la suite comme étant ceux de Brizzy et Riley. Après avoir vu les clichés, Morgan a avoué que son petit ami Jerrod était furieux lorsqu'il a découvert qu'elle lui avait désobéi et qu'elle avait fait venir son ex Riley accompagné de sa copine Brizzy le 29 décembre. Il aurait alors attaché le couple, puis les a mis à l'arrière de la Jeep de Riley avant de les conduire à la mine qui est une genre de puits. Sadique, Jerrod aurait forcé Brizzy à regarder alors qu'il poignardait Riley à la tête et à la poitrine ainsi qu'au ventre, puis il a tranché la gorge de Brizzy et l'a jetée dans la mine. Il a ensuite menacé Morgan et l'a forcé à conduire la Jeep de Riley à Sherry's Creek. Le motif de son crime était la jalousie maladive. Il a été accusé pour l'enlèvement et le meurtre de Brizzy et Riley. Grâce à un accord de plaidoyer où Morgan s'est engagée à témoigner contre Jerrod, elle a échappé à 30 ans de prison pour finalement n'en faire que 3.